Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir, la tribune de décryptage des faits marquants de l'actualité nationale. Et c'est avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Maforican. Bonsoir à vous. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, le Bénin a perdu l'un de ses enfants. La famille Soglo a perdu l'un de ses membres. Rosine Vieira Soglo nous a quittés dans l'après-midi d'hier. Agapit Napoléon Maforican. Quand on revisite un peu toutes les déclarations, toutes les réactions suite à ce décès, on constate justement que le Bénin, comme le titrait donc le matinal, le Bénin pleure maman. Le chef de l'État, le premier donc des Béninois, a quand même reconnu l'engagement de cette brave femme. Le message du chef de l'État, comment l'on devrait l'interpréter, Agapit Napoléon Africa? Alors, est-ce qu'il faut interpréter de manière particulière le message du chef de l'État? Il a dit ce qui est. Donc, c'est pas à interpréter. La lecture, elle est comprise. C'est en français suffisamment facile pour que tout le monde comprenne le contenu du message. Il est aussi clair que précis. Et donc, rien à décrypter, rien à commenter. Parce que justement, ce message vient quand même mettre ou du moins, à contrario, certaines personnes qui pensaient qu'au-delà d'un certain nombre de choses, les adversités sont toujours là. Mais il faut faire la part des choses entre l'adversité politique et les adversités personnelles. Il n'y a aucun problème personnel que je sache entre les Soglo et le président Patrick Talon. Il n'y en a pas. Donc, en tout cas pas à ma connaissance. Donc, vous avez vu ce que le président Yahi a écrit. Alors, vous savez que Roger Soglo a déclaré que le président Yahi a dit qu'il brûlait le pays. Vous rappelez? Alors, vous avez vu l'adversité que le couple Soglo a manifesté vis-à-vis du régime Yahi, alors qu'un de ses fils, Galiou Soglo, était au gouvernement et a passé 4 années dans le gouvernement de Boni Yahi. Et pourtant, il n'a pas été raté. Yahi n'a pas été du tout raté. Donc, ça vous dire que ça n'a pas empêché Yahi de faire cette témoignage, ça n'a pas empêché Yahi de l'envoyer en Afrique du Sud pour les yeux, à un moment donné. Donc, il n'y a pas d'adversité continue en politique. Quand je vais vous surprendre, il est raconté, je sais pas, de la génération, que pendant la grande rivalité à Piti, Maga, Omadegbe, vous savez, Omadegbe est fut un chirurgien, enfin un dentiste. Et donc, au regard, au-delà de tout, il paraît bien que le meilleur dentiste, en tout cas celui que Apiti fréquentait le plus, c'était Omadegbe. Tout à fait. Et ils avaient leur rivalité. Alors, vous imaginez quelqu'un aller vers l'autre, lui offrir sa santé, alors malgré tout ce que le terrain, les gens se jurent. C'est de vous dire que il faut faire la part des choses. On sait prendre de la hauteur. Il faut faire la part des choses. C'est au niveau très bas que les gens n'arrivent pas à comprendre. Mais au sommet, il faut faire la part des choses là. Pendant l'adversité politique reste l'adversité politique. Après, l'homme reste l'homme. Et au-delà de tout, le président de la République est le président de tous les Béninois. Mais il a côtoyé un peu plus ou moins, en tout cas d'une certaine manière, même si je ne sais pas combien de temps, mais il connaît le couple Soglo, il connaît Madame Via Soglo. Et c'est normal qu'il rende un tel témoignage, à mon avis, qui se passe de tout commentaire, comme je l'ai dit. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, on constate quand même quand on voit un peu partout les réactions qui sont publiées ça et là, on se demande véritablement est-ce que c'est le ressenti de chacun ou c'est de l'hypocrisie? Pourquoi parler d'hypocrisie? Parce que vous savez, quand quelqu'un meurt, quand même, bon, on essaie d'arranger, de maquiller un peu certaines choses. Non, moi j'ai témoigné hier en tant que, peut-être pas consultant, mais en tant que témoin un peu de cette histoire depuis 30 ans. Et il ne me semble pas avoir que peindre le côté positif. Je pense que chacun essaye de retenir d'un défunt l'essentiel. À quoi bon retenir les mauvais caractères d'un défunt, d'un des nôtres qui est parti? Nous sommes tous perfectibles. Nous avons tous nos défauts. Nous traînons des tares. Nous traînons des handicaps humains. Pourquoi vous voulez mettre en valeur
celui ou ceux des handicaps, donc d'un disparu. Autant élever des valeurs qui l'ont caractérisé et pour lesquelles il continue de suivre en nous, autour de nous. C'est tout, c'est ça, c'est important. Et lorsque vous prenez, sauf si la personne a été radicalement mauvaise, lorsque vous prenez les gens, il y a quand même un côté positif en eux. Et cela dit, Roselyne Vieira Soglo, elle est clivante, je l'ai dit, elle fut clivante, cassante. Elle-même, elle le dit. Mais il se cache derrière une telle personnalité un cœur de mère, un cœur de militant, un cœur d'homme politique. Elle est un homme politique redoutable, une femme politique redoutable. Il ne faut pas l'oublier. Mais il y a un humanisme en elle. Et ça, vous ne pouvez pas, comme je l'ai dit, j'ai vécu ces 30 dernières années, en tout cas. Donc je l'ai pas très difficile, beaucoup côtoyé. Mais j'ai quand même travaillé sur les... J'ai écrit, j'ai fait de l'analyse politique, j'ai fait des éditoriaux, j'ai fait des chroniques. J'ai écrit sur la famille Soglo. Et pas toujours des papiers tendres, comme je vous l'ai dit. Et lorsqu'une fois, j'ai fait un commentaire, une analyse par rapport au vote de code de la famille et nécessairement au plaidoyer de Mme Vieira Soglo. Ça lui a tellement plu qu'elle a demandé à Léa Soglo, qui était maire de Cotonou, de m'amener. Et ça, voilà ce qu'elle est. Et chez elle, ah monsieur, je ne vous connais pas, vraiment, bon voilà, je sais que mon mari vous appelle, mais bon, moi je ne vous connais pas. Hein, ben, je vous ai lu, ah, mais je me dis que dans ce pays, il y a encore des journalistes. Parce qu'elle est très, d'accord contre son époux, elle est très remontée contre les journalistes béninois. Ça, il faut le dire, bon, elle n'a pas eu la vie facile du tout. On ne va pas raconter toute l'histoire, mais elle est très remontée contre. Donc du coup, moi-même, elle m'a pris à partie. Je l'ai dit hier dans le témoignage à la Sénat. Parce que, bon, Saluant lui a dit avec lequel on était un peu proche à l'époque, le Saluant, voilà, il dit, mais vous connaissez Agapit? Ah oui, mais je connais Agapit. Ah oui, voilà, c'est lui qui attaque mon mari, mais lui il les appelle, voilà, mange pas comme ça, voilà, ces gens-là nous accasent. Donc, elle a dit beaucoup de choses. Ce jour-là, je me contenais parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire. Mais, parce que moi-même, je ne suis pas aussi réservé non plus. Je pourrais aussi aller dans un geste non contrôlé. J'ai dû me tenir. Mais elle a dit beaucoup de choses. Et donc, c'est 2 ans après, c'est pas quelques mois, on s'est retrouvés. Elle me dit, mais non, mais je ne vous connaissais pas. Donc, je ne vous connais pas. Donc, elle a oublié même qu'elle avait. Voilà. Donc, voilà un peu qui est le personnage. C'est une dame. Enfin, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. Elle ne vous laissera jamais indifférente. Voilà. Cela dit. Lorsque vous regardez son parcours, il faut parler de la mère. Ça, d'autres vont le faire. Je ne suis pas proche de la famille. Mais, quand je dis cœur de mère, elle a créé une ONG, Fidolé. Et cette ONG a été vraiment, surtout au début des années 90, il y avait un certain nombre de misères qui traînaient. Je pense qu'elle a fait beaucoup pour les familles pauvres, notamment ceux qui ont des enfants mal formés, des triplés, des ci, des ça. Elle a vraiment, cette ONG a accompagné sa famille. Je pense que c'était de l'oxygène pour eux. Et c'était important. Et ça, ceux qui ont bénéficié des gestes de l'ONG Vidolé, demandant à Roger Vieira Soglo, ne peuvent jamais oublier un peu ces moments-là. Tout à fait. Il y a la femme politique. Mais imaginez si il n'y avait pas eu la renaissance du Bénin, qu'est-ce que les Soglo seraient devenus après la perte du pouvoir? Évidemment, certains disent, mais s'il n'y avait pas eu la renaissance du Bénin, Soglo n'aurait pas perdu le pouvoir. Oui, ça, c'est l'autre équation. C'est l'autre pan de l'équation. Parce que, en fait, l'entourage de Nicéphore Dieudonné Soglo et Nicéphore Soglo, au regard de ce que nous avons même entendu encore hier, ne voulait pas de la création d'un tel parti politique, surtout à l'initiative de la première dame. Non, c'est compliqué. C'est compliqué, on va pas. Je pense que M. Pifan Kenom hier sur ce plateau, l'honorable Kenom, disait l'essentiel. C'est compliqué à l'époque parce que elle l'a dit. Elle est d'un milieu fond. Et elle n'a pas été éduquée, elle, pour être épouse d'un prince ou d'un dafon. Parce que là, comme elle a dit, la tradition l'obligeait
à se taire. À se soumettre. Enfin, à se taire tout au moins. Ce qu'elle ne sait pas faire. Elle l'a dit. Et d'ailleurs, sur une vidéo... Elle a été éduquée pour ne pas se taire. Pour parler. Donc, il y a déjà une sorte de démarcation. Et le clan politique, la coalition politique, le groupe politique, le conglomérat politique qui a mené Soglo au pouvoir, qui a conduit Soglo à être Premier ministre en 90 à la campagne nationale et qui a travaillé à la mener au pouvoir, a dû comprendre que Soglo ne vit pas seul, que Soglo avait une seconde, une moitié qui s'appelait Rosine Vieira, qui n'est pas de nature à jouer le second rôle. Elle a envie de comprendre ce que fait son mari. Elle a envie de comprendre où allait son mari. Elle a envie de comprendre que fait son mari. Elle a envie de comprendre qui sont les amis de son mari. Et ça, autour d'elle, beaucoup n'ont pas apprécié. Ce qui est normal, parce qu'à un moment donné, elle devenait en griffe, et excusez-moi l'expression, elle devenait étouffante autour du pouvoir. Parce que, bon, voilà, un certain nombre de personnalités qui en avaient vu d'autres devaient la croiser, et parfois le président, et ça empêchait parfois le président Soglo de traiter certaines décisions. Ça a perturbé certains. Il y en a qui vivent encore, je n'ai pas envie de les citer, mais ça les a perturbés, et ça a créé déjà au sein donc du cabinet une situation difficile, délétère à un moment donné, et la fin du pouvoir n'a été que le reflet de cette situation. C'est donc la création de la relation et l'épisode de Goro de 94, où il y a eu le président de Soglo qui a fait quand même ce grand discours après avoir attaqué le parti de la Révolution populaire du Bénin, le parti État. On retrouve le parti de la Révolution du Bénin et le président Soglo qui prenait cette distance au départ avec le parti et qui demande aux gens désormais que la Révolution du Bénin est un instrument de regroupement et que tous ceux qui sont avec nous devraient nous rejoindre. Il y a eu la résistance de Adalin. Mais une fois les élections terminées, il a été viré du gouvernement. Et on a remis son pouvoir à un membre de son parti, le vice-président, donc Alabi Bega. Alabi Bega, le vice-président donc du parti. UTD, non? Ou non, UTR, Union pour le triomphe du renouveau, un truc comme ça. Donc, ça c'est l'Union. C'était le parti d'Adalin lui-même, était un autre parti. Mais les UTR c'était un ensemble. Donc, le parti d'Adalin c'était. Et le vice-président était Antoine Alabi Bega. Mais Bega, qui était déjà ministre de l'Intérieur, a hérité encore du portefeuille de la fonction publique qu'avait Adalin. Tout simplement parce qu'Adalin a refusé de suivre l'injonction de Goro. Parce que c'est ce que nous, à la presse, on a appelé à l'époque l'injonction de Goro. Parce que c'était pas. Après l'appel de Goro, la proclamation de Goro de 114 qui a fait de machine de Lénine, on a l'injonction de Goro de juillet 1994, par laquelle le président Soglo invitait tous les partis alliés à se joindre à lui. Donc, certains sont allés. Parce que qui n'est pas avec nous est contre nous. Exactement. Et beaucoup sont allés à cœur joie, beaucoup sont allés entraînant les pas. Il y en a qui ont dit non, nous on n'ira pas. Ils en ont eu pour leur compte, les Mitoboba, qui était ministre au gouvernement, il a été débarqué après. Eh bien, donc vous voyez, et donc c'est l'influence justement de la première dame, justement, qui a conduit. Absolument. Elle a fait une... Et en créant le parti, elle devient plus en plus. Le parti travaille à positionner des gens désormais. Et qui tenait le parti en main, c'était Mme Viera Soglo. C'est pas le président Nicéphore Soglo. Le président Soglo n'est pas politique. Jusqu'à aujourd'hui, on le dira. Le président Nicéphore Soglo n'est pas politique. Il est technocrate. C'est un intellectuel, tout simplement. Un intellectuel, point. Il n'est pas politique. Donc, il dit les choses, voilà, il dit sa vérité, il peut attaquer tout le monde. On peut dire à la limite, il se lâche. Il se lâche. En oubliant que tout ça a un contenu. Quand vous... Et donc cette faiblesse qu'il y avait, c'était compensé par la présence de la première dame? Non, du tout. Cette faiblesse était plutôt envenimé par l'existence du parti désormais que tout le monde qui avait vocation à tout écraser sur son passage et qui ont donné raison à Albert Thévouedré qui était déjà le décès des premières heures et qui a été rejoint par beaucoup. L'élection de Goro a eu lieu en 1994 juillet. Les élections ont eu lieu en 2015 avec une Sénat que le président Soglo ne voulait pas.
installé. Les élections ont été gagnées. Pardon? Oui, les élections. Les élections ont été gagnées. Cette fois-là, par la RB, le nouveau parti donc du président, la RB, la Renaissance du Bénin, avait 21 sièges sur les 83. Le PRD d'Adrien Gwedji en avait gagné 19. Mais les alliés de Soglo, c'est-à-dire il y a des partis qui sont originaires, dont les leaders sont assis dans le septentrion. L'UDS de Mamadou Moundia, Issa Kalafia, Rubon Semboro et d'autres personnes, notamment Mathieu Kofinago, par ailleurs. Donc, ce parti, qui était proche donc du Soglo, mais qui a son essence au nord, n'a pas rejoint et est allé aux élections seul et a gagné 6 sièges comme ça. Je pense que c'est 6 sièges plus 21, ça fait 27. Ça fait 27. Plus un siège de l'ARC, enfin, ou bien de l'Alliance CPD, je ne sais pas, l'Adic Boris Gobert, donc il a gagné aussi un siège. Il est donc. Ça faisait 28. Donc, Soglo et ses alliés avaient 28 lors des élections de 95. Et à côté, Adrien Gwedji avait 19. Donc, 28 plus 19. En principe, ça faisait le jeu. Tout à fait. Normalement. Parce qu'il y a 47 quand même. Mais, justement, au lieu de se faciliter la vie, ils ont compliqué la vie en allant aller chercher Bruno Amoussou, les communistes qui avaient deux. Ici et là, ils ont colmaté, essayé de faire un conglomérat, bref, pour former un gouvernement, pour former un bureau. Donc, ayant contre eux Adrien Gwedji qui avait quand même quelques sièges. Donc 19 avec 19, le PRD avec 19 et l'AB allié 28 aurait fait une majorité homogène. Exactement. Mais ils n'étaient pas. Donc du coup, ils ont libéré Adrien Gwedji. Il y avait déjà un Albert Théodore en roue libre, il y avait les Sévérin Djovi. Donc bref, tout ça l'a réuni à faire le jeu. Ça a provoqué donc l'union des autres. En 96, les gens sont allés appeler Kérékou et donc malgré Amoussou, malgré qu'ils ont soutenu Amoussou, une fois l'élection présidentielle de 1996, le président Amoussou a candidat au second tour à soutenir Mathieu Kérékou. Bref, voilà comment le pouvoir était perdu. Est-ce que la relation du Bénin a fait perdre le pouvoir au président Soglo? Oui, de manière claire. En fait, oui. Sans embâche. Oui, sans embâche. Est-ce que ça a nuit à la carrière du président Soglo? Certainement, c'est mitigé. Parce que c'est grâce à la renaissance du Bénin que le président Soglo a encore continué à exister. C'est grâce à ce parti qui, même en 99, donc, après avoir quitté le pouvoir, en 99, n'avait plus le nombre de sièges, les 21. Mais avait quand même un nombre de sièges important pour influencer l'élection du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est ce parti ensemble, avec un certain nombre, qui ont fait revenir Adrien Gwedji au perchoir. Voilà. Donc, voilà un peu comment tout ça s'est déroulé ici et là. Et elle a tenu son parti de main de maître. Elle était vraiment bien entourée. Et puis, Fan Kenom, candidat Janaï au Parlement, et les dames de compagnie, elle savait manœuvrer. Elle savait jouer avec le pouvoir quand il faut jouer avec le pouvoir. Elle savait attaquer quand il faut attaquer. Avec des débats parlementaires de qualité. En tout cas, c'était une parlementaire de qualité. Donc, du coup, femme battante, femme politique, parlementaire de renom. Elle a marqué de son empreinte. Président du groupe parlementaire. Moi, je me rappelle en 1997. En 1995-96, lorsque nous parlions donc de la loi sur la démonopolisation des ondes. Vous nous l'avez rappelé ici. Voilà, à l'époque, la démonopolisation des ondes, il y avait les peines privatives parce que cette loi a été votée en un bloc avec la loi sur la question donc de des peines encourues en cas de délit en matière de presse et de communication. Donc la dépénalisation. Donc justement, la loi sur la démonopolisation était donc cumulée avec la loi, avec le volet pénal. Et donc on se battait pour que aucun journaliste n'aille en prison pour faire pour avoir écrit ou avoir fait des émissions. Et donc les questions comme l'outrage au chef de l'État et autres, on est allé voir. Donc, elle était présidente de la commission des lois, ou bien présidente du groupe parlementaire, je ne me rappelle plus. Mais Célestin Pauvre, personne d'âme, notre président, à l'époque, avec une équipe, ont été voir les présidents du groupe, en tout cas les parlementaires. Et qui a accueilli bien le groupe? C'est Roger Viera Soglo.
vous dites, bon, voilà, les journalistes, voilà, vous attaquez, vous nous attaquez, vous attaquez vos maris, vous avez fait, quand mon mari était au pouvoir, vous ne l'avez pas isolé, vous l'avez fait. Mais moi, je suis une maman, moi, je vais vous pardonner. Cette loi, effectivement, elle est dangereuse, elle est mauvaise. Donc, on va essayer de l'alléger. Et c'est comme ça que la question de l'outrage au chef d'État a été allégée. C'est comme quand vous regardez la loi 72, du 30 juin 1960 portant la liberté de la presse, et la loi 97-021, à mon avis, portant libération de l'espace audiovisuel. Et la loi, elle est abrogée déjà. Elle est abrogée, la loi de 97. Donc quand vous voyez cette loi, vous allez voir carrément que la question de l'outrage a été allégée. C'est grâce à l'action de Roselyne Vieira-Soglo. On peut citer beaucoup d'autres choses. On peut citer, c'est une parlementaire de renom. Elle a fait son temps. Elle sait bloquer les dossiers. Elle sait les libérer. Elle sait mettre la pression. Doyen d'âge, elle exigeait la présence de l'opposition au bureau de l'Assemblée nationale. 2003, je me rappelle. 2003 ou 2007. En tout cas, elle a fait voir. Il a fallu que la Cour constitutionnelle sorte une décision pour l'obliger à faire l'élection le jour-là même. Sinon, il y a toujours un secrétaire parlementaire qui manquait. Il y a toujours quelqu'un qui manquait pour que l'élection ne fût pas faite le jour à chaque fois. Et on reporte parce qu'on veut gagner du temps. Elle sait jouer. Elle sait jouer. Donc, pour une dame qui s'est donné des coups, elle en reçoit également. Elle en a reçu énormément. Elle en a reçu beaucoup. Donc, c'est pour votre cœur que je vous dis que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas. Elle ne peut jamais vous laisser indifférent. Alors, donc... mais quand on voit un peu que ce soit les réactions, c'est vrai que je pose encore. Il n'y a que de bons côtés. Donc, dans tout ce que j'ai dit là, vous ne voyez que de bons côtés. Vous savez tout ce que j'ai dit. Donner des coups, hein. Donner des coups, c'est de bons côtés. Hein? Ben, on peut dire que, oui, en politique, il faut donner des cours. Dire que la création de la Renaissance du Bénin a nuit à la carrière politique de Lucien Soglo, c'est de bon côté. On peut dire que c'est la première femme ayant quand même dirigé fortement un parti politique. Voilà un bon côté, par exemple. Donc, voilà. Donc non, il n'y a pas que, comme je l'ai dit, elle n'a pas nuit au pays, Roselyne Vieira-Soglo. Elle n'a pas nuit au pays. On ne peut pas la frapper d'apatridie. Non. Elle a fait de son mieux. Elle a fait ce qu'elle a pu pour penser faire. Mais l'autre côté, cassant, l'autre côté où quand elle démarre, elle n'est plus arrêtable, fait que, il me semble, comme le disait Epiphan Kenom hier, elle a fini par constater que la vieillesse était un naufrage. Parce qu'elle a dû perdre beaucoup d'amis. Elle a dû se retrouver seule parfois avec son mari. Ils ne s'entendent pas toujours politiquement. Mais il me semble qu'ils ont montré l'image d'un véritable couple à chaque instant. Et ça, c'est important. Même si politiquement, on peut voir quand même des signes de décadence. En tout cas, des signes entre eux. Je pense, et ça, c'est quand même une belle image qu'ils ont montré que, oui, ils n'entendent pas politiquement. Pas toujours. Pour prendre les bonnes, ils se sont parfois, même leur opposition, leur mésentente a été classée parfois au grand public. Quand quelqu'un soutient tel et l'autre soutient l'autre parti. Ça. Mais ce qui n'a jamais fait défaut, c'est l'image d'une famille. En tout cas, le couple, je ne parle pas des enfants, mais le couple, c'est l'image de la famille. Et cette image est terrible. Vous avez vu la réaction d'ailleurs de l'époux. C'est vraiment, là également, donc quand on parle du parlementaire, de la femme politique, de la mère, il y a l'épouse aussi. L'épouse, quoique elle n'a pas sa langue dedans, comme elle-même le dit. Quand l'homme parle, la femme aussi doit parler. Elle sait quand même être. Elle accompagne son mari tant qu'elle peut, vaille que vaille. Parfois au détriment du mari, mais elle était là. Elle était là. Est-ce qu'il faut. Même si on avait l'impression qu'elle étouffait le mari, elle était là. Elle est restée. Ça, est-ce qu'on peut en vouloir une femme de soutenir, d'être à côté de son mari? Je pense que le président Soglo lui a retourné. Il y a des petites anecdotes, on ne va pas passer de temps, on ne va pas tout raconter ici non plus. Mais je me rappelle, après la perte du pouvoir, en 1996, elle est restée longtemps dehors. Puis elle est rentrée au pays avec des gants. Elle était bien habillée avec des gants. Là maintenant, et depuis lors, on l'a vu rarement les mains nues, saluant à peine, elle salue pas, elle salue qui elle veut, ou bien elle salue comme ça. Donc, avant Covid-19, Madame Roselyne Vieira-Soglo, elle observait déjà. Elle ne serrait pas déjà les mains, c'est comme ça, elle saluait avec ses gants. Pourquoi?
elle le sait. Vous n'avez pas envie de... Elle a dénoncé, entre autres, des barons de l'enfant qui voulaient que leur fils ait une autre épouse. Et toute la fois. Donc, il y a eu cette histoire, par ailleurs, en 1996, qu'elle a rendue publique au retour d'un voyage en Europe. Donc, voilà, bref, il y a de ces histoires. Il y a de ces, effectivement, ça n'en manque pas. Un peu son parcours, on ne peut pas ne pas. Donc, est-ce qu'il n'y a que de bons côtés? Pas nécessairement, mais on garde beaucoup de bons côtés. Il y a un héritage quand même à préserver. C'est sûr, je pense que d'autres sont mieux placés pour parler de l'héritage, mais c'est l'esprit de combativité. Le modèle, le repère pour la femme béninoise. La ténacité. Oui, le repère que Roselyne Vieira-Soglo peut constituer, c'est qu'elle n'a pas bénéficié d'une comment on appelle ça, discrimination positive. Elle n'en a pas bénéficié. Elle s'est imposée d'elle-même. Le Bénin n'a jamais vécu une telle histoire de première dame. Elle l'a imposée presque aux Béninois. Elle faisait injonction parfois même au ministre. Mettre tel motoculture à la disposition de l'ONG pour aller le distribuer aux femmes qui en avaient besoin. Parce qu'elle avait vu leur malheur, elle avait vu les conditions dans lesquelles elles vivaient, ces femmes-là vivaient, elle avait besoin de les aider. Donc, à un moment donné, elle confondait le parti avec son ONG. C'est vrai que à un certain moment, d'aucuns se posaient la question de savoir si c'était le président de Nicéphore Dieudonné Soglo qui dirigeait ou si c'était la première dame qui dirigeait le pays. Il y a même eu des chaînes presque d'incidents diplomatiques où, en visite d'État, vous savez, les honneurs protocolaires, même si le président est en couple, il y a à lui qu'on rend les honneurs, c'est pas au couple. Donc, à un moment donné, Madame marchait à la même hauteur que le président Soglo. Ça a créé une situation. Heureusement que le protocole d'État, le protocole de pays hôtes a su gérer, mais ça n'a pas été facile du tout. Jeune Afrique, le magazine Jeune Afrique, on a fait les choux-gras en sautant, on a parlé. Voilà. Il y a de ces histoires, comme je vous l'ai dit. On peut en trouver, Tout à fait. Agapit Napoléon Maforican, voilà, elle nous a quitté, les obsèques, un certain nombre de choses, mais est-ce que la véritable question que certains se posent, vu la situation de l'un de ses fils, est-ce qu'il aura l'occasion de revenir pour pouvoir quand même rendre un dernier hommage à sa mère, Liadi Soglo? Ah, ça c'est une question délicate. C'est une question délicate, il va falloir peut-être regarder un peu ce que disent les textes. Voilà. Parce que pour certains, quand ils revisitent un peu le message du chef de l'État, ils lisent entre les lignes qu'il y a un pardon qui ne dit pas son nom. Est-ce que c'est la même lecture? Vous savez, je n'aime pas aller en conjecture, je n'aime pas spéculer en tant que consultant, je n'aime pas spéculer. Donc, l'idéal serait bien qu'il fût là. Voilà. Tout simplement. Voilà. Agapit Napoléon Maforican, le Bénin, c'est vrai que le Bénin a perdu donc l'une de ses braves femmes. Le Bénin prend le devant des obsèques ou c'est la famille Soglo qui... Je ne sais pas s'il y a un statut pour la première dame, pour que le Bénin... vous savez, le protocole est strict par ailleurs. Donc en la matière, je ne sais pas, on a un protocole d'État, je ne sais pas ce que dit le protocole, je ne sais pas ce qui est du statut de l'ancien président de la République, du conjoint de l'ancien président de la République. Est-ce qu'il y a un statut de conjoint de l'ancien président de la République? C'est-à-dire le conjoint de celui qui fut président de la République. Est-ce qu'il y a un statut? Je ne sais pas, je ne pense pas. Donc du coup, les obsèques vont être faits, vont être gérés par la famille Vieira-Soglo. Là également, c'est un débat. Les Soglo sont d'Abomey, les Vieira sont de Ouida. La question sera qui va prendre le corps. Alors voilà, donc c'est un autre débat parfois, donc on ne sait pas. Et ça se gère parfois, peut-être que c'est déjà réglé, je ne sais pas. Il ne faut pas rentrer dans cette guerre, et sans doute il n'y en aurait pas. Maintenant, ça peut vous montrer que c'est à un niveau purement privé que ça devait se dire. Mais l'État peut jouer son rôle, l'État peut donner son avis, peut-être sur les dates. Parce que, bon, si le chef d'État doit rendre hommage
à l'ex-première dame, il faut bien trouver le bon moment. Et si son calendrier ne le permettait pas, le taper éventuellement demander un report, je ne sais pas. Ça, je pense que le secrétaire général adjoint, porte-parole du gouvernement, pourrait mieux éclairer si les gens arrivaient à le joindre sur la question. Très bien. Agapit Napoléon Maforican, merci beaucoup à vous, Rosine Vieira-Soglo. On va continuer toujours par en parler certainement. Elle nous a laissé par ailleurs un héritage. Pourrons-nous avoir, la question se pose encore, c'est vrai que depuis qu'elle était là et elle est partie aujourd'hui, est-ce que nous devons espérer avoir un peu avec la jeunesse qui s'observe au niveau des acteurs de la vie politique béninoise, est-ce que nous pouvons espérer avoir donc des Rosine Soglo, des Rosine Vieira-Soglo, Agapit Napoléon Maforican? Non, il ne faut pas espérer avoir des Rosine Vieira-Soglo. Il faut avoir des Romualdo, oui. Il faut avoir bon, Rekia Mandougou, dommage qu'elle ait pu aller dans un autre. Elle a choisi un autre format elle-même, sinon j'aurais bien ajouté, il fallait bien avoir des Rekia Mandougou. Elle fut une femme de combat dans ce pays. Il faut avoir des Marie-Élise Bédot, on en a eu, avec les combats sur le code de la famille. Il ne faut pas oublier Claire Unga et Mona, avec tout son ONG. Tout à fait. Regard d'amour. Regard d'amour, voilà. Rien que l'ONG, la façon dont ça te dit. Donc il y a les braves dames qui ont animé Social Watch, il y a Greta Program, tout ça. Il y a des femmes, il y a Madame Bopé Yankadja. Huguette Bopé Yankadja. Voilà, donc il y a Geneviève Bokonadjo. Quand vous prenez chacune de ces femmes, il y a plein de femmes à Wildaf Bénin, dont je ne suis pas tenu de citer les noms. Léontine Lido. J'ai parlé tout récemment donc de Madame Jaïsika, par exemple. Il y a Célestine Zanou. Vous regardez cette dame, ben, on ne peut pas dire notre première dame. Elle travaille sur du social. Elle se fait pas, elle est très peu médiatisée, madame Claudine Talon. Très peu médiatisée. Elle gère sa communication, mais elle fait du job, par exemple. Donc, quand vous prenez cette dame, ici et là, chacune d'elles a joué un rôle. Nous parlons de Rosine Vieira-Soglo parce qu'elle a inauguré dans un pays que je appelle finalement un pays macho. Elle a inauguré une nouvelle ère de la femme. Et elle a libéré la femme. On a connu sur la Révolution les grands mouvements d'émancipation, l'organisation des femmes révolutionnaires du Bénin. Mais c'était clivant. Les gens estimaient que c'était bon, la Révolution. Ils regardaient ça d'un air bizarre. Mais elle, avec Rosine Vieira-Soglo, c'est une autre manière de libérer la femme. Donc, on donne acte à l'OFRB et à Feu Karimo Rafiatou et son groupe. Exactement. Bouriana Dagia, elle vit encore, brave dame. Donc, on peut leur donner acte d'avoir lancé le mouvement. Mais Rosine Vieira-Soglo l'a porté au firmament. Et donc, il ne faut pas être des Rosine Vieira-Soglo. Il faut que chacune de ces femmes porte son nom et surtout ajoute à ce que Rosine Vieira-Soglo a de positif. Comme je le dis toujours, prendre le positif en chacun et laisser les tares s'étioler. Parce que ces tares sont connexes à la vie de l'être humain. Donc, Rosine Vieira-Soglo a vécu avec... Elle n'a pas vécu inutilement. Elle a planté bien des arbres en politique, en parlement, en tant que parlementaire, en tant que maire, en tant que patron d'ONG, humaniste. Mais elle a planté des arbres également qui ont eu des épines et qui ont piqué des gens et qui ont gardé des rancœurs. Mais au dernier moment, qu'est-ce qu'on demande? On demande que les gens pardonnent. Vous savez, même à la prière, lors des dernières prières, que ce soit dans n'importe quelle religion, on demande toujours le pardon. Donc, c'est normal, c'est humain. Voilà. Donc, faut pas qu'il y ait... Je ne suis pas partisan que, pour moi, chacun a quelque chose à vendre. Elle a fait de façon différente. De façon différente. Donc, nous garderons désormais ce qu'elle fut de positif.
Nous parlerons de Roselyne Vieira-Soglo peut-être dans un sens comme dans un autre, hein, pour peindre ses bons côtés si une situation arrivait, ou ses mauvais côtés si une situation arrivait. Mais il restera toujours qu'elle fut une brave dame, une dame combative, une dame de caractère, une dame d'engagement, un homme politique hors de commun. Enfin, une femme politique, je veux dire, hors de commun, et qui n'a pas bénéficié de discrimination positive, mais qui s'est imposée dans la race, enfin, dans la cour très difficile des hommes que son mari appelait des machos. En fait, quand vous hésitez sur la discrimination positive, ça veut dire que c'est plus facile aujourd'hui d'impacter son entourage. Non, pas du tout, puisque la discrimination positive intervient pour faciliter l'accès des femmes à des niveaux de décision. C'est pour dire qu'elle n'a pas bénéficié de ça. Elle n'a pas bénéficié de ça. Mais j'ai cité plein de noms qui n'ont pas bénéficié de ça également. Il faut toujours saluer ces personnes. Ces personnes. Voilà. Et ça ne veut pas dire que ceux qui vont bénéficier sont moins travailleurs, non. Mais ceux qui n'en ont pas bénéficié, il faut que des femmes continuent de se battre pour montrer que oui, les femmes aussi sont capables. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforika. Vous êtes notre consultant politique, vous êtes expert en gouvernance, consultant en médias et communication. Merci donc pour ces éclairages.